plusieurs d'entre vous qui connaissez Anne Veil, en fait, mais je vais quand même la présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas. C'est une agronome consultante maintenant, c'est une retraite, mais pas une retraite, en fait. Hein? Retraitée du CETAB, mais toujours active. C'est Dominique qui m'a sorti de mon trou, là. C'est ça. En fait, Anne est très connue dans le secteur biologique puisqu'elle y a travaillé activement dans les 20 dernières années. D'abord pour un regroupement de producteurs, puis ensuite comme chargée de projet et conseillère en innovation pour le CETAB+, du Cégep de Victoriaville, dans les productions maraîchères et les grandes cultures. Puis il y en a plusieurs d'entre vous qui la connaissez probablement comme conférencière, experte en sol, comme auteur de guides, dont le guide d'interprétation des profils de sol, comme plusieurs conseillers l'ont consulté, rédactrice de documents techniques sur sur l'évaluation visuelle des sols, sur la production maraîchère diversifiée biologique, des documents techniques sur le contrôle de certaines mauvaises herbes problématiques en agriculture biologique. Puis, il a également été formatrice comme de conseillers agro-environnementaux dans les PAF il y a longtemps, déchargée de projet à McGill, donc bien impliquée dans le milieu conventionnel avant, agriculture bio, fait que tu étais bien impliquée dans bien les domaines. Fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui t'ont vu à plein d'endroits. Fait que je fais la parenthèse, fait que pour les questions, on en avait noté, mais il y en a certainement des gens qui veulent continuer parce que la période qui suit jusqu'à, je dirais, 11h30 est vraiment destinée à vos questions. Fait que c'est vraiment libre. Là. On a décidé de la laisser comme ça, puis d'y aller, évidemment, en gardant les engrais-verts comme sujet principal, qui est le sujet vedette. Fait que on vous laisse aller là, dans vos intérêts. Fait qu'on continue, que ce soit chat selon ce qui vous est le plus naturel, là, que ce soit des questions écrites ou des questions libres. Je vais y aller avec la main levée. Fait qu'on continue. Sinon, on a noté des questions si jamais pour animer là, si c'est nécessaire. Fait que allons-y. On continue comme c'est parti. Avant que les questions arrivent, j'espère qu'il va y en avoir. Je veux juste signaler qu'on est en train d'écrire un guide sur les engrais verts avec le CRAC. En fait, on est 3 auteurs. La principale auteure, c'est Anne Vanas. Il y a Sylvie Thibaudot qui travaille principalement en conventionnel semi-direct de grande culture et il y a moi qui est comme pour l'aspect agriculture biologique. Et que c'est en grande culture, mais finalement, je dirais que les 3/4 de l'information dans ce guide-là est tout à fait pertinente pour les maraîchers. Donc, je vous le recommande parce que ça va être le résultat non seulement de nos expertises, mais aussi il y a un comité d'experts. Et donc, c'est autant utile en grande culture, je dirais, qu'en maraîcher. Certainement dans la fraise aussi. Toute culture oui. qu'on a préparée voilà. Finalement, tout à fait. Puis, fait que dans les... on avait parlé quand on se préparait au bloc de questions des mythes là, par rapport aux engrais verts. Fait que je le lancerai la première. On se disait, est-ce qu'un engrais vert peut être cultivé pour contrôler les mauvaises herbes? T'sais, on entendait ça. Hey, moi, je ferais un engrais vert pour faire le ménage, comme le sarrasin, par exemple. T'sais, on a des producteurs qui, des fois, on entendait. Fait que, Anne, ça se peut-tu faire un engrais vert pour faire du ménage dans le champ? Oui, puis non. Un engrais vert annuel ou d'une partie de la saison, je dirais que non. L'intérêt, ce que ça fait un engrais vert agressif, c'est ça empêche les mauvaises herbes de se développer, mais ça les élimine pas pour l'année suivante. Je veux dire, la banque de graines de mauvaises herbes reste là pareil. Il va de nouveau y avoir des mauvaises herbes ensuite. Quand on a un problème de mauvaise herbe, un champ qui est très sale où la mauvaise herbe pousse très vite, il y a des engrais verts qui poussent très vite, qui peuvent les dominer, ou une stratégie quand même intéressante quand la situation est vraiment difficile, c'est de mettre un engrais vert, pas forcément très agressif au départ, mais qu'on peut faucher. Quelque chose là qui pousse moyennement, mais qu'on est sûr on va pouvoir le faucher, qui va repousser. Et à ce moment-là, graduellement, on empêche les mauvaises herbes qui germent en même temps de faire de la semence. C'est une manière de gérer, mais ça éliminera pas. Qu'est-ce qui est vraiment efficace comme engrais vert pour éliminer des mauvaises herbes? C'est très spécifique. On parle plus de mauvaises herbes vivaces, c'est-à-dire surtout chardon, laitron et de prairies.
une façon efficace d'éliminer ces problématiques-là, c'est avec une prairie d'au moins 2 ans, avec beaucoup de fauches, prairie de luzerne si possible, mais c'est les seuls cas que je vois. Puis l'exemple dont tu parles, ce serait quoi, par exemple? Tu disais, tu sais, quand tu dis pour le semis d'engrais verts dont tu parlais, qu'est-ce que tu aurais fait, par exemple? Avec faux, pour une prairie, pour un champ qui est très sale. Oui, c'est ça. On peut mettre soit une céréale, ça peut même être du seigle d'automne. Okay. Si on est capable de le détruire, si quelqu'un qui est prêt à faire du travail du sol. Seigle d'automne, en fait, le seigle d'automne, c'est extraordinaire. Même, c'est vrai que dans des champs sales, si on a côte à côte une petite zone semée en seigle d'automne, semée au printemps ou en été, en seigle d'automne, et semée avec autre chose que du seigle d'automne, il y a une énorme différence au niveau de la quantité de mauvaises herbes qui germent et qui lèvent. Il y a quand même un effet suppressant là, pour les mauvaises herbes qui est assez extraordinaire. Mais bon, on peut mettre une céréale ou une autre qui sert de plante abri, de plante qui pousse vite, même céréale avec un peu de poids fourragé si on veut apporter un peu d'azote. Et puis là-dedans, ben, on va mettre une légumineuse vivace, c'est-à-dire un trèfle rouge, trèfle blanc ou même de la luzerne. Et à un moment donné, bon, ben, on va pouvoir tout faucher, le trèfle va repousser, ou ça peut être trèfle régras même. Et puis à ce moment-là, quand ça repousse, il n'y a presque plus de mauvaises herbes, et puis ça repousse une deuxième fois, on refauche une deuxième fois. C'est un peu ça que j'ai en tête. Il faut que ça soit un engrais vert de pleine saison. Excellent. Puis, on te faisait la petite parenthèse de peut-être privilégier les trèfles rouges, disons, pour, tu sais, on pensait aux fraises avec le trèfle blanc, juste, tu sais, pour éviter qu'ils s'implantent, tu sais, des fois, avec la durée dans les fraises, là, des fois, on a un peu de misère avec ce trèfle-là. Puis, c'est excellent. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Dans le chat, Christian, ça va bien? On n'a pas... C'est tranquille dans le chat. C'est tranquille, parfait. Pour le trèfle blanc, j'ai une petite précision parce que Denis parlait de trèfle UIA ou de trèfle. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, on s'est vraiment posé la question en écrivant le guide, c'est quoi le trèfle nain, c'est quoi le trèfle UIA, c'est quoi le trèfle hollandais, c'est quoi le trèfle ladino. Oui. Et il a vraiment fallu qu'on fouille et finalement, il y a 3 sortes de trèfles, un peu selon la taille. Donc, il y a un trèfle nain qu'on ne trouve pas vraiment, qui est plus sauvage. Il y a un trèfle moyen, qui est le trèfle hollandais. C'est un ensemble de variétés de trèfles, dont le trèfle UIA fait partie. Donc, trèfle hollandais, puis un exemple, c'est le trèfle UIA. Puis ensuite, il y a les trèfles blancs qui sont beaucoup plus hauts, qui est le trèfle ladino, les espèces de trèfle ladino. Fait que c'est un petit peu les 3 catégories. Fait que celui qu'on devrait craindre un peu pour la fraise, ce serait celui-là davantage, dans le fond. Le ladino devient un peu aussi haut qu'un trèfle rouge, une coupe peut-être. OK. D'accord. J'ai vu. Excellent. Est-ce que c'est une question qu'il y a à voir? Avez-vous des problématiques avec la punaise terne quand du trèfle est mis en intercalaire dans la fraise? Qui est une question de Gabriel Tanguy. Denis? Bonne question, là. En fait, ce qui était présenté tantôt dans le paillis de plastique, les fraises sur paillis de plastique, de mémoire, Patrice m'avait dit qu'il n'y avait pas vraiment vu de différence qu'il y ait du trèfle ou du régras ou de la paille. C'est la fleur qui va attirer la punaise, je pense, en fait. Ça peut être utilisé, en fait, le trèfle, il peut être utilisé comme en bordure de champ. Il y a eu des projets qui ont été faits là-dessus sur les plants de trappe, en fait, pour attirer la punaise terne en bordure des champs, puis que ça pouvait avoir un effet sur quelques rangs de fraises, là, mais pas plus de données que ça de mon côté. Là. En fait, l'efficacité est vraiment pas large. Fait que ça prend des bandes fleuries qui sont comme implantées à une fréquence énorme. Là. Fait que je pense pas que ce soit, de mon point de vue, c'est pas une solution pour diminuer la population de punaises ternes dans le champ de fraise. Puis dans les allées de plastique, ben,
peux pas dire non plus. Là. Je pense que quand c'est traité, on traite qu'il y ait une population faible ou plus ou moins élevée, ben, il y a un traitement qui est fait quand même. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vu dans le légume, c'est la grosse problématique, c'est si le trèfle est en fleurs et qu'il est fauché. Là, les punaises qu'il y a sur le trèfle s'en vont dans les cultures de légumes, et probablement dans la fraise aussi. Bien. Christian, j'entendais des trucs popper. Je ne sais pas si... Ouais, tu veux-tu que je les lise ou c'est toi? Non, vas-y. OK, c'est bon. Oui, je vais te laisser ça faire. commence à popper dans le chat, il faut que je sois attentif. Oui. OK, monsieur Pierre Vétier, Laurentide qui a posé une question concernant le... Oups, ça bouge dans le chat. OK. Est-ce que le seigle d'automne a un effet allélopathique contre certaines semences? Je dirais que oui. Je ne pense pas qu'on a tout éclairci. Là, justement, je voyais une conférence je pense que c'est de Nadia Surdek. Oui, dans la carotte, dans l'oignon, on dit d'attendre 3-4 semaines avant de semer ces cultures-là. Sur les mauvaises herbes, certainement. En tout cas, ce que je pouvais voir là, c'est qu'il y avait énormément de mauvaises herbes qui ne levaient pas dans le seigle, comparé à là où il n'y a pas de seigle. Et puis, je ne sais pas si c'est un problème d'allélopathie, mais ce qu'on a souvent observé, c'est que le maïs grain, après du seigle, enfoui au printemps, donc un seigle d'automne qui passe l'hiver, qui repousse un peu au printemps, pas nécessairement beaucoup. Le maïs n'est jamais beau. Alors que le soya, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais le maïs, c'est pas terrible. Il faut sûrement attendre plusieurs semaines. Mais exactement sur quelle autre mauvaise herbe, je ne peux pas dire. J'ai eu un doute, on a fait des mélanges, on a testé des mélanges en 2019 avec du trèfle d'Alexandrie ou de la Besse commune. Et puis, on avait mis soit de l'avoine, soit du seigle d'automne. Et j'avais l'impression que le seigle d'automne, il était négatif pour les autres engrais verts dans le mélange. Mais c'est juste une observation d'une saison sur un site. C'était mieux avec l'avoine qu'avec le seigle. OK. Dominique, il y a une question d'aussi Alexandre Pelletier. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro, M. Pelletier, pour poser la question. Sinon, je vais la lire, mais je ne suis pas certain de la comprendre. Là. Que faire oui, si on monsieur, utilise... Oui, monsieur. Oui, OK. Je me suis aperçu que j'ai fait une erreur de frappe. Au fait, moi, je parlais de l'herbicide Cinbar, qui a beaucoup de résiduels. Ça fait qu'on fait quoi parce que des fois, on fait une céréale après de la fraise qui a eu du Cinbar, puis on remarque qu'il y a des manques dans les céréales. Ça fait que je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme engrais vert si on utilise des herbicides genre Cinbar. Bonne question. En fait, s'il était appliqué l'automne précédent, dépendant de la dose. Exactement, oui. Oui, c'est ça. Il était appliqué l'automne précédent. Ça fait que là, vous vous rendez quasiment jusqu'au mois d'août avant de ressemer de quoi, là? Ben, c'est ça, justement, je me demandais quoi semer dans ces conditions-là. C'est sûr qu'il peut avoir un effet résiduel, là, dépendant, je ne sais pas quelle dose utiliser. C'est sûr que si on utilise les doses maximum. Environ 80 grammes, c'est-à-dire 800 grammes. On a le droit jusqu'à 1 kilo. C'est 800 grammes qui auraient été utilisés à l'hectare l'automne précédent. Je pense que ce serait plus facile d'aller en biologique. Hein? Denis, c'est Christian, le Cinbar est très facilement lessivable. Là. Si vous avez semé du Cinbar à l'automne, même 800 grammes hectare, quand vient le temps de semer un engrais vert après une fraise que vous détruisez au fin juillet, selon moi, il ne reste pas beaucoup de Cinbar dans le sol. Là. Oui, s'il en reste, en fait, c'est sûr que quand on travaille le sol, on le dilue aussi. Là, fait que...
OK. Mais est-ce qu'il y en a qui l'ont expérimenté parmi le panel? Faire un engrais vert après avoir utilisé comme du Synbar ou du Lontrel comme herbicide? Vas-y, Nelson. Oui, ça, moi oui, je l'ai essayé, mais pas. Là où je mets l'automne devant, c'est beaucoup moins que 800, je mets 300 grammes à l'hectare. Okay. Très frileux là, par rapport à ça. Quand j'arrive un an après, dans le fond, là, puis j'implante du seigle, puis il va quand même bien le seigle, il y a quelques manques ici et là, mais il me semble là, se développer là, normalement. Là. Que, tout ce qui est du seigle ne semble pas avoir d'effet, en tout cas, pas marquant en tout cas. Bon. Ben, ça me rassure. Ça me rassure. Oui, je voulais juste ajouter de mon côté, là, ça devrait faire 15-20 ans que je n'ai pas utilisé de Synbar parce que je trouvais qu'il était plus problématique qu'aidant, là, parce qu'il y a des effets résiduels. À partir du moment où vous mettez des légumineuses dans la succession des cultures, vous risquez d'avoir des problèmes. Probablement que les graminées posent moins de problèmes, mais c'est ça, là. Essayer d'implanter des engrais verts avec une régie d'herbicides résiduels comme le Synbar, ça peut être compliqué. Mais disons que je pense que les graminées de souvenirs, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu les étiquettes dans ce cas-là, là, vu que moi je suis en bio là, depuis 7-8 ans. Mais de mémoire, j'en faisais, vu que je suis agronome, j'ai déjà fait des recommandations, mais il y a des problèmes avec, en général, les légumineuses qui pourraient suivre. Fait que ça élimine un petit peu ce choix de variété-là dans les choix d'engrais verts si on veut l'appliquer. Mais les graminées, je pense qu'ils sont capables de passer au travers. Là. Moi, je rajouterais de mon bord aussi, Dominique, pour avoir suivi plusieurs producteurs. Il y en a plusieurs qui vont mettre du Synbar à l'automne. Après ça, ils ont une année de production, puis le champ va être détruit. Et puis, quand il est détruit à la fin juillet, début août, souvent, il y a des semis avoine trèfle, puis avoine pois aussi. Puis moi, j'ai jamais remarqué là, chez ceux qui faisaient ça de problématiques. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même un hiver complet, puis quasiment une saison complète entre l'application de Synbar et du semis d'engrais vert après une destruction de fraises. Là. Fait que moi, je ne peux pas dire que j'ai vu de mon bord là, de problématiques liées au Synbar. Mais c'est sûr que si le Synbar est mis à l'automne, puis que dans le but de garder le champ, puis finalement, il est détruit, puis qu'on veut revenir avec un engrais vert tout de suite au printemps, bien là, peut-être que oui, là, parce que le Synbar n'aura pas eu le temps d'être lessivé complètement, mais c'est du cas par cas, là. Excellent. Merci beaucoup pour la réponse. Les réponses. Excellent. Le chat, je suis en train de perdre le fil parce que je parle moi aussi. Puis là, il y avait Mme Geneviève Sainte-Marie qui demandait est-ce qu'un intercalaire dans une fraisière en plasticulture risque d'augmenter les maladies fongiques? Donc, j'imagine que c'est lié au fait que peut-être l'engrais vert pourrait retenir l'humidité puis favoriser peut-être des maladies fongiques. Je ne sais pas, Denis, Anne, votre opinion là-dessus? Il y a probablement un risque parce que si on compare ça avec de la paille, c'est sûr que la paille, ça va sécher plus rapidement le matin qu'un engrais vert. C'est sûr que si l'engrais vert, en fait, il n'est pas fauché, il devient très végétatif, puis c'est sûr que ça augmente peut-être les risques, mais j'ai jamais vraiment pu observer ça. On n'a jamais de comparable vraiment, en fait. Fait que, dans le cas des photos que j'ai présentées tantôt, je ne sais pas si encore là, Patrice, je ne sais pas s'il est encore là. Je ne sais pas si Patrice il a pu noter des choses par rapport à ça. Je regarde s'il est là. Non, je ne pense pas. Il est parti. Oui, il est parti. De mémoire, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il n'avait pas vu d'impact d'un engrais vert par rapport à l'autre ou avec la pâte. Il était tétranique ou peu importe. Là. Il y a quelqu'un qui mentionne qu'il y a de l'humidité pour les cueilleurs aussi. Oui. Ouais, effectivement. OK. Bon, je vais aller avec une autre question aussi dans le chat. Ça vient cette fois-ci de Gabriel Tanguy de Profitosol.
Avez-vous déjà fait des essais avec le trèfle souterrain? Comment il se comporte, hauteur, survie à l'hiver, etc.? Moi, je ne le connais pas. Moi, j'en ai pas fait, mais Sylvie Thibaudot en a fait. Et elle n'était pas du tout satisfaite de la performance de cet engrais vert au point où je ne suis même pas sûre qu'on en parle dans le guide, là. Ça n'a jamais donné de bons résultats. Quelqu'un demandait quand il allait sortir le guide, Anne. Il me semble à l'automne prochain. Fin de l'année. Mettre un petit buffer. Oui, oui. Tout d'un coup. On avance, on avance. Ben oui, certain. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous Dans le chat, viennent? ça va. Oui. Moi, je ne vois pas de main. Moi, j'en ai dans ma liste. On parlait, en fait, il y avait une question qu'on s'était dit qu'on te demanderait, que c'était quoi ton engrais chouchou ou ton mélange chouchou, Anne, que tu as vu dans tes années de suivi? Est-ce qu'il y a des engrais chouchous? J'ai des valeurs sûres et des valeurs moins sûres. Puis quand je regarde à faire un mélange, je m'assure toujours d'avoir une bonne proportion de valeurs sûres dans le mélange et de rajouter quelques autres affaires que je pense va fonctionner, mais je ne suis pas sûre à 100%. Et ça dépend de la date de semis. Bon, d'abord, il faut définir ses objectifs, mais ça, Denis en a parlé. Est-ce que c'est de l'azote surtout qu'on veut, ou est-ce qu'on veut beaucoup de racines pour améliorer le sol? Il y a toujours l'aspect des pathogènes qui rentre en compte. C'est mêlant, les engrais verts, parce que d'abord, on est une gang sur le terrain, puis on observe, des fois, on se contredit parce que il y a quelque chose qui marche à un endroit, ça ne marche pas à l'autre endroit, etc. Justement, en parlant avec Denis, quand on parlait du trèfle d'Alexandrie, lui, il a des bons résultats. Moi, j'ai vu des bons résultats et des très mauvais. Mais pour faire une histoire courte, avant de faire une histoire courte, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des engrais verts, quelle que soit la période de l'année, on les sème et ça va quand même bien pousser. Et vous savez, comme tous, lesquels ce sont les céréales et le pois fourragé. Et puis après ça, vous avez des engrais verts qui vont bien pousser s'ils sont semés au printemps, mal pousser s'ils sont semés en été. Mais surtout s'ils sont semés en été en mélange. Et par exemple, un mélange céréales pois, c'est peut-être mon engrais vert chouchou, puis c'est pas original, tout le monde fait ça, avoine pois. Ça va pousser n'importe quand. Mais si vous faites, par exemple, céréales veste velue au printemps, la plupart du temps, la veste velue va prendre le dessus, va faire disparaître la céréale, et on se retrouve avec une énorme biomasse de veste velue, ce qui est magnifique, c'est ça qu'on veut quand on veut apporter de l'azote. Mais si vous essayez de faire la même chose en été, vous semez céréales veste velue quelque part après le 15 juin, début août, ben vous allez avoir de la céréale et puis vous n'aurez pas de veste velue. Parce que la céréale, ce que j'en conclus, c'est que la céréale est beaucoup plus résistante à la sécheresse que la veste. Donc, ça donne un résultat complètement différent. En plus, en été, il y a plus d'azote dans le sol, la céréale va mieux profiter, donc va se développer plus vite. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais ce que j'aime bien, donc j'aime bien garder mon avoine pois ou mon seigle pois. J'aime bien rajouter, si on sème assez tôt dans l'été, de la veste commune. Parce que ça remplit un peu les trous, ça a des meilleures racines que le pois. Et puis, j'aime beaucoup avoir un peu de régras, parce que moi, je connais rien de plus extraordinaire que le régras pour les racines. Mais là aussi, du régras semé dans un mélange en plein milieu de l'été, on ne va pas trop le voir parce que ça aime des conditions quand même fraîches et humides. C'est un peu ça ma réponse, mais on pourrait en parler longtemps. Puis si tu sèmes au mois d'août,
Tu ferais, ça serait quoi tes chouchous? Avoine pois, pareil. Moi, d'où c'est avoine pois. Alors, les producteurs de grandes cultures, eux, ils veulent vraiment de l'azote, beaucoup d'azote, parce qu'ils font du maïs. Le besoin du maïs, c'est 170 kg par hectare. Alors, ils mettent même pas d'avoine, ils mettent juste du pois. Et puis, ils arrivent avec un bon engrais vert de pois fourragé, semé quand même mi-août ou le 20 août en Montérégie. Ils vont aller chercher dans des sols en bon état 10 tonnes hectares de maïs grain. Alors que, et c'est là qu'on voit que l'engrais vert a vraiment un effet positif sur les rendements parce que après un soya, en mettant du fumier, puis même s'ils mettent la même quantité d'azote avec leur fumier, ils ne vont jamais aller chercher ces rendements-là. Ça va plutôt tourner autour de 7 tonnes de rendement. Donc, le pois fourragé tout seul, ça apporte énormément d'azote, mais par contre, ce n'est pas terrible sur les racines. Hein, ça n'a pas des racines extraordinaires. C'est pour ça que avoine, pois, ça peut être intéressant. Mais plus on a de l'avoine, plus on se ramasse avec un C sur N plus élevé, puis moins l'azote est relâché vite l'été prochain. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Si on veut un azote qui est relâché graduellement, on a sûrement intérêt à mettre un peu d'avoine. Mais si on veut beaucoup d'azote, quand même, au mois de juillet, juin-juillet, on n'a pas toujours intérêt. C'est quoi ton taux de semis, mettons, de pois seul ou… Au moins 100 kg hectare, 100 à 150. Puis en mélange avec avoine, ce serait quoi ton… C'est difficile, mais moi, je suis en bio. Hein. Je ne baisserai pas trop en bas de 100 kg. Okay. Mais par contre, il y a un mélange que Sylvie Thibaudot aime beaucoup quand même, parce qu'elle travaille en conventionnel. Où elle, d'ailleurs, je pense que c'est Denis qui en a parlé, plus un mélange avoine, pois et radis fourragé. Et en mettant du radis fourragé, ils arrivent quand même pas mal à baisser la dose de pois, donc un engrais vert qui est moins cher, avec des très bons résultats. Quand on mélange les crucifères, les radis, moutarde, il faut pas trop dépasser 3 kg hectare, sinon ça domine vraiment le mélange. Donc, c'est autour de 3 kg de radis fourragé. L'avoine, j'ai des doses pas très loin. Attends, je vais vous dire. Le pois, je cherche. Pois 40 kg hectare, le pois 20 kg d'avoine et 3 kg de radis. Ça fait quand même un mélange pas trop cher, ça. Il ne faut pas avoir de crucifères dans la rotation. Puis ta fenêtre de semis, c'est, mettons, tu irais jusqu'à quelle date? Ouais, là, ça dépend de la région quand même, mais c'est ça, là, c'est plus difficile. Pas en septembre. En septembre, c'est ça, c'est juste de l'avoine. C'est ça. Un peu de crucifères peut-être, là, quelque chose de pas cher. Ouais. Puis plus on va tard, plus on augmente la dose parce que ça pousse moins haut, alors on veut plus de monde. OK. Là, j'ai entendu une question dans le chat, Christian. Merci, Anne. Oui, mais il y a M. Paradis qui a la main levée depuis un certain temps. Ah, excusez, je néglige mon rôle. Il n'y a pas de problème, il y a de chance. Oui. Ça, je voudrais juste peut-être revenir, ça a été mentionné que les mélanges de prairies, là, nous autres, on les a utilisés pour générer une fertilité, remonter des sols qui étaient très, très pauvres, là, avec des mélanges B là, très standards. Là, donc, ça a bien fait pour monter la fertilité du sol. Par contre, ça a peut-être eu un effet sur certains ravageurs, là, entre autres la punaise terne, puis aussi les hannetons, les fameux vers blancs. J'ai l'impression qu'on a peut-être élevé là, des amis là, qui sont devenus moins amis avec le temps. Donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis tourné un peu plus là, vers un mélange de raie gras et luzerne, là, que je vais garder d'à peu près 1 an et demi, que je vais redétruire là, par la suite, puis revenir avec d'autres choses. Là. Donc, c'est ça. Donc, selon les observations qu'on fait, puis tout ça, là, donc
on change un peu les types d'engrais verts qu'on utilise. Puis pour ce qui est des vers blancs, les hannetons, moi, c'était très, très néfaste. Là, je pouvais perdre peut-être 15-20% de mes implantations qui se faisaient carrément manger là, par ces vers-là. Donc, cette année, ben, j'ai utilisé des nématodes. Donc, des nématodes avec une très, très grande quantité d'eau que j'ai appliquées directement sur les rangs. Jusqu'à maintenant, cette année, j'ai vraiment eu un très bon résultat avec ça. Donc, j'entends répéter l'expérience dans la prochaine année pour voir si le contrôle va se maintenir. Mais ça semble être une piste intéressante là, pour le contrôle de ces hannetons-là, ces vers blancs-là, avec lesquels on se retrouve des fois là, suite à certains engrais verts. Là. Merci du partage. Je ne sais pas si dans les conseillers, Denis ou Anne, vous aviez eu des expériences semblables avec cette méthode-là. Moi, je n'en avais pas entendu. Non, mais c'est sûr que le risque est, si on fait des prairies, c'est sûr exact. que les hannetons augmentent le risque. Là. Puis c'est qui est quand même long dans le sol aussi. Là, ça fait que ça peut avoir un impact sur quelques années. Ouais. On ne fait pas d'omelette sans casser deux, comme on dit. Il y a quelqu'un qui demande combien d'années la prairie a été cultivée pour avoir cette problématique-là. 2 à 3 ans peut-être que je ferais regarder. Ah, OK. Dans les faux champs, 3-4 fois par année peut-être. OK. Merci. Bon, Dominique, dans le chat, il y avait Gabriel Tanguay de Profitosol. Là. Gabriel, d'ailleurs, tu peux lever ta main pour la poser verbalement si tu préfères, là, mais je vais la lire. Pour un engrais vert, pour un semis de moutarde plein champ, est-ce que c'est mieux un semis de printemps ou d'automne? Mais dans quel but? C'est ça, je pense que la réponse dépend du but. Je ne sais pas, Gabriel, si tu veux. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, fantastique. Je suis désolée, là, on est plusieurs dans la même salle, fait que ça se peut que vous entendiez d'autres gens qui parlent en même temps. Donc, c'est ça, c'est dans le but d'essayer d'avoir un engrais vert pour un effet fumigant. Donc, on veut faire une culture, là, puis quand elle est prête en floraison, la faucher et l'enfouir. Puis, les résultats sont très différents là, entre printemps puis automne. Puis je me demandais s'il y avait d'autres gens là, qui avaient vu, disons, là, qui avaient une préférence entre l'un ou l'autre. Moi, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas assez non plus. C'est sûr que, en fait, si ça a un effet fumigant, je pense que le mieux, c'est de le faire le plus près possible du futur champ de fraise qu'on va implanter. Là. Fait que ça pousse, mettons, peut-être pas semé au mois de septembre, mais semé fin juillet, début août. Ça va faire une grosse masse végétative aller jusqu'à l'automne. Puis, vu que c'est une crucifère, s'il fait froid un peu à l'automne, ça va continuer de pousser quand même. Là. Mais ça a-tu moins d'efficacité si on le fait au printemps? Je ne sais pas assez non plus. Bon, c'est quand même pas évident, là, les mesures. Il n'y a pas personne qui prend vraiment des mesures à part d'un projet. Là. Fait que... Moi, j'ajouterais que Jean Coulombe, à l'île d'Orléans, on entend moins parler, mais si on recule d'une quinzaine d'années, il y a Jean Coulombe qui faisait des essais avec la moutarde là, pour réduire l'impact du vertilium, entre autres, là, dans la fraise. Fait que je pense, Gabriel, si tu fais des recherches moutarde, Jean Coulombe, essai d'Orléans, tu devrais trouver des réponses à tes questions, selon moi. Je ne me rappelle plus de ces résultats, mais je me rappelle que c'était positif, là, mais je ne me rappelle plus de ces dates de semis et de toutes ces conditions d'essai, là, mais ça a déjà été fait, ça fait déjà un certain nombre d'années. Oui, il me semble que c'est disponible, il me semble que j'ai trouvé l'autre fois. Oui, c'est sur Internet quelque part. OK, fantastique, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées que je n'aurais pas vues? Non. Il nous resterait une dizaine de minutes. Fait que moi, j'ai encore des questions dans ma liste. Si vous permettez, je continue de les poser. Sinon, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent spontanément aussi poser une question, allez-y. On se disait, Anne, dans la liste, est-ce que, au moment de la destruction des différentes espèces d'engrais verts, il y en a plusieurs qui ont été nommés. Souvent, on ne veut pas que ça graine, évidemment. Est-ce que tu pourrais en parler pour des espèces où il y a vraiment un timing spécifique? Là, Denis en a abordé un peu. Fait qu'on aimerait ça. En tout cas, on avait noté cette question. Quand détruire les engrais? Oui, exact.
Bon, oui, je suis bien d'accord avec Denis de les laisser aussi longtemps que possible pour protéger le sol. Après ça, tout dépend de ce qu'on fait l'année suivante, de la date à laquelle on veut rentrer dans le champ, etc. Et en fonction de ça, ben, après ça, ce qu'il faut regarder, c'est deux choses, je pense. La biomasse de l'engrais vert, ainsi que le travail du sol qu'on pense faire. Dans le sens que si vous avez 4-5 tonnes de biomasse, un engrais vert de 2 à 3 pieds de haut, et que vous enfouissez ça juste avec des roulettes, mettons, ça va faire un lit de semences horrible pour semer quelque chose si on détruit ça juste au printemps. Tout le 5 tonnes de biomasse va être mélangé dans 5-10 cm et ça ne va pas lever ou ça va lever à moitié. Donc, dans un cas comme ça, on n'a pas le choix. Il faut quand même détruire l'engrais vert, pas l'incorporer complètement, mais amorcer une bonne décomposition à l'automne pour que quand on revient au printemps, ça soit gérable. Ce qui n'est pas le cas si l'engrais vert est tout petit, on peut revenir au printemps et c'est gérable. Bon, l'autre solution, c'est de labourer, mais même en labourant une grosse biomasse, on se retrouve avec une éponge à la base du labour, c'est pas terrible. Donc, une pré-décomposition à l'automne quand il y a une grosse biomasse. Après ça, ben, je pense que ça concerne personne en maraîcher et en petits fruits, mais quand le monde veut faire du semi-direct, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une si grosse biomasse pour avoir une espèce de film d'engrais vert séché au printemps qui empêche le sol de sécher. À ce moment-là, ben, ce problème-là, il est géré en limitant la croissance de l'engrais vert à l'automne, c'est-à-dire en semant plus tard, en semant moins fort. Ça, c'est une autre façon. Donc, voilà, je pense que... Excellent. Ensuite, il y avait, on se disait, par exemple, je ne sais pas, tu parlais de distinction dans les régresses. Est-ce que tu voulais en parler? Tu sais, il y a différentes manières. Oui, c'est ça. Tu veux nous définir Parle-nous de régresses. On s'est tellement cassé la tête sur les régresses, là. Tout se contredit sur Internet, mais vraiment tout. Donc, vous verrez dans le guide, là, on a décidé des définitions les plus logiques, mais vous allez trouver des trucs qui disent le contraire. Alors, parce qu'on parle de régras anglais, italien, vivace, annuel, comment, il y a le mot qui m'échappe là, qui repousse ou qui repousse pas. Alternatif. Merci. Alternatif, non alternatif. En plus, si on peut en rajouter. Donc, le régras italien, finalement, qui est appelé le régras annuel, qui est celui qu'on utilise comme engrais vert. D'abord, il n'est pas vraiment annuel. Il peut y avoir des variétés qui sont strictement annuelles, mais en général, c'est quand même des variétés qui sont bonnes pour 16 mois à peu près. Donc, dans des bonnes conditions, ils repoussent l'année suivante. Donc, faut pas quand même, c'est pas garanti que le régras est tué par l'hiver. Il peut très, très bien repousser l'année suivante. Il faut faire attention. Ensuite, ben, dans ce régras-là, il y en a du alternatif, c'est-à-dire qu'il épie comme n'importe quelle autre graminée, comme la fléole. Il épie, on le fauche, il épie, on le fauche, puis il épie très vite. Hein. Il y a des cycles très, très courts. Donc, ça, c'est embêtant pour les gens en bio parce que ça fait de la graine, ça devient une mauvaise herbe. Et puis, il y a le régras non alternatif. Lui, ça fait de l'herbe, il n'épie pas. Pas la première année. S'il passe l'hiver, le printemps suivant, ben, il monte en graines, c'est sûr. Il n'épie pas, ça fait une belle herbe dense. Le problème, c'est que sur le terrain, ce que j'entends beaucoup, c'est « ouais, il épie pas, mais c'est pas vrai, il épie quand même ».
on pense que la graine n'est pas pure. On pense qu'il y a une proportion importante qui épie pas, mais il y a des mélanges, puis il y a un peu de semences qui épient aussi là-dedans. Il y a des listes de variétés, donc quand on veut un régras qui épie pas, un régras donc non alternatif, qui est intéressant, il n'y a pas besoin de le faucher entre les rangs de fraises, par exemple. Ben, il faut choisir une variété non alternative. Il faut trouver les listes pour être capable de choisir le bon régras. Après ça, il y a le régras anglais qui est le régras dit vivace qui est supposé durer 24 mois. C'est celui qu'on utilise dans les prairies, qu'on ne va pas utiliser comme engrais vert annuel. Mais dans les prairies de courte durée, c'est très intéressant. Moi, le régras, là, je trouve que c'est la plante la plus extraordinaire pour les racines. Et je sais qu'il y avait une autre question sur les engrais verts et la compaction. Hein, je vais embarquer là-dedans. Exact. Mais les engrais verts, ça règle pas la compaction. C'est comme une culture. Si le sol est trop compact, les racines n'y rentrent pas. Pas plus qu'une culture. Mais les seules racines que j'ai vues travailler un peu mieux, c'est celle du régras dans des sols compacts, où il y a quand même des racines qui arrivaient à passer au travers, alors que tout le reste, c'était bloqué. Et le pire là-dedans, c'est le fameux radis fourragé qui pousse par en haut au lieu de pousser par en bas quand c'est compact. Exact. Ça m'avait marqué, on s'en fergeait dedans. C'est ça. Excellent. C'est presque terminé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Il nous reste 2 minutes. Sinon, tantôt, il y avait Mme Louise Villeneuve qui avait levé sa main, mais vous l'avez rebaissée, Mme Villeneuve. Allumez votre micro, peut-être. Ah, je veux vous essayer d'avoir un petit peu bien technique de votre côté pour allumer votre micro. On ne peut pas, hein, je pense, à distance. On est supposé pouvoir. Oui. Sauf qu'il faut trouver dans la liste. Oui. Ça ne fonctionne pas. Je cherche moi aussi de mon bord. Oui, je le vois. La liste, voyons, je ne le vois pas. Moi non plus. Ah, ici. Mais je ne vois pas le son. Je ne suis pas capable. Ouais, peut-être dans le chat, là, Mme Villeneuve, avec le son, ça ne semble pas fonctionner. Peut-être la poser dans le chat. Je vais la voir. Là. Pour l'instant, il n'y a rien dans le chat. Oui. On va laisser voir si la question se pose. Dans une des questions, si on les rendu, en tout cas, si on veut poser une des questions qu'on avait mises, c'est est-ce qu'on fertilise un engrais vert? Denis l'a mentionné pour les crucifères. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que peut-être j'ai manqué un autre bout là, Denis, j'ai essayé de t'écouter attentivement le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de la fertilisation, d'autres espèces qu'il faut penser au niveau de la fertilisation des engrais verts, Anne? Mais moi, je pense que, bon, idéalement, on essaye de ne pas fertiliser l'engrais vert, mais si déjà on met un engrais vert, on veut qu'il pousse. Alors, si on voit qu'il y a vraiment un gros manque d'azote puis que l'engrais vert, il ne pousse pas, moi, je pense qu'il faut le fertiliser. J'ai déjà vu ça dans des champs des fermes de pommes de terre, là où on mettait du millet, puis le millet, il était tout jaune, il ne bougeait pas, ben, c'est trop dommage, il faut le fertiliser. Les crucifères, ça aime l'azote. C'est sûr, si on a du fumier, du compost, c'est un bon endroit, mais des crucifères, si le sol manque d'azote, ça ne va pas pousser. Je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix de fertiliser un petit 50 kg d'azote, quelque chose de même. Mm-hmm. Fait que tu parles du millet, crucifère, fait que c'est pas mal. Oui. C'est pas mal les espèces à penser. Oui. Excellent. Donc, je ne sais pas si Louise, au niveau des questions. Sinon, je
sais pas, sinon, je ne vois pas d'autres, Christian, non plus de ton côté. Ça ferait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez apprécié la formule de mon côté. Je te remercie, Anne, Denis. Je vous remercie d'avoir présenté. C'était un nouveau bloc en développement questions libres. J'espère que vous avez apprécié la formule.